Comment réduire légalement vos impôts partout dans le monde? Vous pensez que les 183 jours, votre compte bancaire ou même votre nationalité déterminent vos impôts? Détrompez-vous. Dans cette nouvelle vidéo, je démystifie les plus grandes croyances sur la fiscalité internationale et vous partage une stratégie hybride qui peut réduire votre taxation totale à seulement 19 voire 8% d'impôts, peu importe où vous vivez. Vous êtes résident fiscal français, nomade digital ou expatrié, découvrez comment optimiser vos impôts sur les bénéfices, dividendes et plus-values sans tomber dans les pièges courts. Nomades digitaux, expatriés, perpetual traveler, la meilleure stratégie. Première chose qu'on va voir ensemble, c'est les plus grosses croyances, les plus grosses conneries que vous avez sûrement déjà vues ou entendues à propos de la fiscalité internationale. Première notion, c'est cette fameuse notion des 183 jours. Vous avez sûrement déjà entendu, si tu passes 183 jours dans ce pays-là, tu vas devoir payer des impôts, tu seras résident fiscal de ce pays-là, etc., etc. On va voir pourquoi parfois ça peut tout simplement être une grosse connerie. Deuxième croyance ou deuxième connerie qu'on entend, c'est le compte bancaire. Là où est votre compte bancaire n'a pas d'incidence en fiscalité internationale. Vous pouvez très bien avoir une société en France, par exemple une auto-entreprise en France, et un compte bancaire N26, vous n'allez pas payer d'impôts en Allemagne, N26 étant en Allemagne. Pareil avec Revolut, vous n'allez pas payer des impôts en Lituanie, alors que Revolut est en Lituanie. Historiquement, c'était en Angleterre. C'est grâce ou en tout cas à cause du Brexit qui se sont basés en Lituanie pour rester dans l'Union européenne. Autre exemple également, vous pouvez très bien avoir une société française et vous faire verser votre argent sur un compte aux Bahamas, aux Seychelles, aux îles Caïmans, etc. appartenant à cette société. Ça ne va rien changer, vous serez toujours imposé sur cette société française, là où est votre compte bancaire n'a pas d'incidence en fiscalité internationale. Petit aparté, affaire Cahuzac, ce qui est interdit, c'est de masquer son argent dans un compte bancaire sans le déclarer. Là où sont vos clients également, n'aura quasiment pas d'incidence en fiscalité internationale. Certains cas, notamment le cas de Dubaï, où par exemple, si vous êtes expatrié à Dubaï ou que vous avez une société à Dubaï et tous vos clients en France, parfois vous pouvez être requalifié en France. Mais ce qu'il faut retenir dans la majorité des cas, deux exemples que j'ai en tête, Amazon, Netflix, ils ont quand même 2-3 clients en France et pourtant ils n'y payent aucun impôt. Donc pareil, une grosse croyance qu'on a, c'est là où sont mes clients, va faire ou va déterminer ma fiscalité, pas forcément, encore moins en fiscalité internationale. Et enfin la dernière, la nationalité. Ça peut parfois, dans certains cas très techniques, avoir une incidence, mais là, votre nationalité n'a pas d'incidence en fiscalité internationale. Voici quelques vérités que beaucoup ignorent et surtout que beaucoup propagent de manière complètement fausse. Mais peu importe où vous allez poser vos valises, vous allez voir, vous allez toujours être résident fiscal d'un pays, ce qui va nous permettre de faire le lien avec cette première partie, une notion vraiment primordiale. La notion 1, c'est la notion de résidence fiscale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fiscalité internationale, ce qui est très important à retenir, c'est où est le siège de votre entreprise et où est-ce que vous êtes résident fiscal. Le reste, allez, on va vraiment volontairement l'occulter, ça a très peu d'incidence. Comment ne plus être résident fiscal d'un pays? J'ai même fait une vidéo entière dédiée à comment ne plus être résident fiscal français, qui va un petit peu plus loin dans les concepts que je vais vous expliquer ici, mais on va voir comment ne plus être résident fiscal d'un pays. Au niveau international, il va y avoir le droit interne du dit pays. Par exemple, on va prendre l'exemple de la France et le droit d'un pays dans lequel on veut aller s'expatrier, dans lequel vous allez vouloir devenir résident fiscal. On va prendre un exemple, par exemple, la Thaïlande. Et il va y avoir, la plupart du temps, surtout si vous êtes de base résident fiscal français, il va y avoir ce qu'on appelle une convention fiscale internationale, une convention fiscale de non-double imposition. Et vous allez voir que vous ne pourrez pas être résident fiscal des deux pays, mais que d'un seul. Et dans ce cas-là, c'est la convention fiscale internationale qui a la primauté, c'est-à-dire que c'est elle qui a la primeur, c'est elle qui va gouverner les droits des deux pays. Et pour vraiment résumer au maximum ce concept, vous allez être résident fiscal du pays. Dans l'ordre, on va prendre différents critères, mais le premier critère, c'est de l'endroit où vous disposez d'un foyer d'habitation permanent. Pour faire simple, vous allez vivre en Thaïlande, vous avez un logement en Thaïlande, tout est à votre nom, etc. C'est votre foyer d'habitation principal, votre foyer d'habitation permanent, vous allez devenir résident fiscal de la Thaïlande. Si on n'arrive pas à déterminer ce foyer d'habitation permanent, ce foyer d'habitation principal, alors on va passer au point numéro 2. Et là, on va rentrer en compte la notion de temporalité, c'est-à-dire on va regarder là où vous séjournez de façon habituelle. Pour faire simple, là où vous passez le plus de temps. Si on n'arrive pas à déterminer ni le foyer d'habitation principal, ni là où vous passez le plus de temps, c'est-à-dire là où vous séjournez de façon habituelle, on va ensuite regarder votre nationalité. Donc on voit que la nationalité arrive beaucoup plus tard, comme je vous disais, ça a très peu d'incidence en fiscalité internationale. Et si vous avez les deux nationalités, et ben là ça va être les deux États qui tranchent d'un commun accord. Pour résumer, vous partez de France, il y a le droit interne français. Vous voulez être résident fiscal de la Thaïlande, il y a le droit interne thaïlandais. Et ben on s'en fout un petit peu des deux droits. Ce qui va gouverner, c'est la convention fiscale internationale, la convention fiscale de non-double imposition entre la France et la Thaïlande dans ce pays-là. Donc vraiment la première notion à avoir en tête, c'est quand vous allez vouloir être résident fiscal d'un autre pays, de regarder la convention fiscale entre le dit pays et le pays duquel vous êtes parti. Et les conventions fiscales, elles ont quasiment toutes le même modèle. On regarde en 1 votre foyer d'habitation principal, en 2 là où vous séjournez de façon habituelle, en 3 votre nationalité, et sinon les deux États vont trancher ce qu'on appelle d'un commun accord. Donc d'où l'intérêt d'avoir vraiment de manière effective un foyer d'habitation permanent, un foyer d'habitation principal
fiscal. Et c'est dans ce pays-là que vous allez être tout simplement résident fiscal. Notion numéro 2, le type de société que vous allez utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit, en fiscalité internationale, les deux critères vraiment primordiaux, c'est 1, où est le siège de votre entreprise, quelle est votre entreprise, 2, où est-ce que vous êtes résident fiscal. On va donc voir les deux types de sociétés que vous allez pouvoir utiliser. Premier type de société, c'est les sociétés dites transparentes fiscalement ou dites translucides. Je vais vous faire un petit schéma à la tablette pour simplifier au maximum le concept. Ici, on va avoir une société, ce qu'on appelle transparente ou translucide fiscalement. Que vous dire à propos de ces sociétés? Ces sociétés-là ne payent aucun impôt. C'est-à-dire que l'argent arrive et il traverse en fait la société. Cette société ne paye aucun impôt et ça va donc être les actionnaires qui vont être imposés directement. Petit aparté, les actionnaires peuvent être des personnes physiques, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être nous, c'est ce qu'on appelle des personnes physiques, mais ça peut aussi être des personnes morales. Ta société, ma société, notre société, une société va être une personne morale. Et donc, les actionnaires vont être imposés directement. Société transparente fiscalement, c'est simple, l'argent traverse la société et ce sont les actionnaires qui sont imposés directement. Je vous ai fait une liste des sociétés transparentes les plus connues. On va retrouver les fameuses LLC américaines, les LLP du Royaume-Uni, les LP canadiennes. En Estonie, les TU, des General Partnership, et les UU estoniennes, des Limited Partnership. Et à Maurice, par exemple, on va également retrouver les Authorized Companies. À l'opposé de ces sociétés transparentes fiscalement, on va retrouver les sociétés opaques fiscalement, qui sont en fait des sociétés classiques fiscalement. Pareil, je vais vous faire un petit schéma sur la tablette. Ce qu'il faut retenir à propos de ces sociétés classiques ou opaques fiscalement, c'est qu'ici, on va calculer un bénéfice. Donc, si on reprend notre petit schéma, cette fois-ci, on a une société classique fiscalement ou ce qu'on appelle opaque fiscalement. Pourquoi on parle d'opacité fiscale? L'argent arrive dans la société. On calcule cette fois-ci un bénéfice, d'accord? Chiffre d'affaires, moins les charges, moins les amortissements, les déductions, etc. On a un bénéfice qui est calculé. Ensuite, la société va payer un impôt sur les bénéfices. Alors, je vous mets un point d'interrogation parce que selon le siège de votre entreprise, selon le pays duquel vous allez créer votre entreprise, vous allez avoir des IS qui peuvent être d'ailleurs, on va le voir, de 0%. Et en France, classiquement, l'impôt sur les bénéfices est de 15% en dessous de 42 500 € de bénéfices et au-delà, il est de 25%. Et ensuite, cette fois-ci, on va avoir deux options. Soit on va pouvoir garder l'argent dans la société une fois qu'on a payé notre impôt sur les sociétés, notre impôt sur le bénéfice, ou alors ici, vous allez pouvoir le toucher en tant qu'actionnaire et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le toucher sous forme de dividendes. Ici, on va un peu pouvoir piloter la rémunération. Soit on laisse l'argent dans la société, soit on peut se rémunérer comme on est actionnaire de la société sous forme de dividendes. C'est pour ça qu'on parle d'une société opaque ou classique fiscalement. L'argent arrive, la société arrête, on parle d'opacité, arrête, on va dire un petit peu l'argent, on va calculer un bénéfice, on paye un impôt sur les bénéfices et ensuite on a la possibilité ou non de se rémunérer sous forme de dividendes. Pareil, même principe, personne physique et ou personne morale. Quelles sont les sociétés opaques, classiques, fiscalement parlant, les plus connues au niveau mondial? On va retrouver les Limited au UK, c'est-à-dire les sociétés du Royaume-Uni. On va retrouver les Hong Kong Limited. On retrouve également les Dubai Free Zone qui sont des sociétés classiques ou opaques fiscalement, sauf qu'avant elles avaient un impôt à 0%, aujourd'hui il est passé à 9%. En Estonie classique, on retrouve les OU qui sont les Private Limited Company et à Maurice, nous on va le voir pourquoi ça peut être intéressant, on retrouve les domestiques et les GBC Company qui sont bien évidemment aussi des sociétés classiques opaques fiscalement parlant. Alors tu vas me dire Quentin, t'es bien gentil, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, quelle stratégie adopter? Je vais vous donner mon avis et la stratégie que j'ai utilisée personnellement. La stratégie générale va dépendre également du type de société bien sûr et de là où vous êtes résident fiscal. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment les deux notions primordiales à avoir en tête. Société transparente fiscalement, selon moi, à utiliser si vous êtes résident fiscal d'un pays avec une faible imposition sur le revenu et selon moi également, il n'y a aucun intérêt en étant résident fiscal français. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun intérêt en étant résident fiscal français? Tout simplement, on l'a vu, la société est transparente fiscalement. Vous allez donc être imposé en France comme une entreprise individuelle au BNC, aux bénéfices non commerciaux et donc vous allez être imposé assez rapidement dans les hautes tranches d'imposition avec des cotisations sociales en plus, etc. Donc aucune optimisation fiscale dans ce cadre-là. Par contre, intéressant à utiliser si vous êtes, comme je vous le disais, résident fiscal d'un pays à faible impôt sur le revenu. Société opaque ou classique fiscalement. Selon moi, toujours à utiliser dans des pays à faible impôt sur les sociétés, à faible impôt sur les bénéfices et aussi, si vous voulez vous rémunérer en tant que personne, à faible impôt sur les dividendes. En étant résident fiscal français, nomade digital, etc. Selon moi, c'est super intéressant d'utiliser
utiliser les domestiques et GBC mauriciennes. On va voir pourquoi. C'est en tout cas le type de structure que j'utilise. Ma stratégie et pourquoi j'ai décidé d'utiliser ces structures, vous allez tout de suite comprendre. C'est une solution hybride, peu importe où je vis, je ne suis pas bloqué dans un unique pays. C'est pour ça que selon moi, ça peut être super intéressant pour les nomades digitaux, pour les expatriés, pour les perpetual travelers et même pour ceux qui ont une résidence fiscale française. Attention, être résident fiscal français ne veut pas forcément dire vivre en France. Par exemple, si vous avez votre foyer d'habitation principal et que vous partez faire un tour du monde pendant 10 ans, jusqu'à preuve du contraire, vous allez être résident fiscal français. Une fois de plus, pour simplifier au maximum le concept, je vais vous faire un petit schéma sur la tablette. Avec le type de société que j'utilise, l'impôt sur les bénéfices, il va être de 15% ou de 3%. Ça, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, selon le type de structure que j'utilise. Autre gros avantage avec ce type de structure-là, c'est qu'on n'a pas d'imposition sur les plus-values. Tout ce qui est plus-value de placement, pour faire simple, si j'ai des actions, des ETF, des cryptos, des obligations, etc., je n'ai pas d'imposition sur les plus-values. Et pas non plus d'imposition, je vais vous le mettre ici, donc pas d'imposition sur les plus-values de placement, ni de cession. Pour faire simple, si demain je revends ma marque, si demain je revends ma société, si demain je décède, je peux mettre des ayants droit, parents, enfants, etc., il n'y aura pas d'imposition sur les cessions. Il n'y a pas non plus d'imposition sur les dividendes, 0%, mais je ne suis pas résident fiscal là-bas. Par contre, le gros avantage, et vous allez de suite comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est que si je me verse des dividendes, on l'a vu, les dividendes, ça va dépendre de là où vous êtes résident fiscal. Et en étant résident fiscal français, le gros avantage avec ce type de structure, c'est la convention fiscale entre ce pays et la France qui est comme ça, fait qu'on a une imposition uniquement de 5% sur ces dividendes-là. Et si demain j'étais résident fiscal d'un autre pays, bah c'est pas grave, je payerai tout simplement les dividendes dans le dit pays. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent, il y a sûrement un jour qui va arriver de plus en plus rapidement en tout cas, où je serai plus résident fiscal français, et ben je paierai les dividendes dans le pays dans lequel je serai résident fiscal. Et même si c'est un peu plus, c'est pas grave, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. N'allez pas vivre dans un pays juste pour les impôts. Vous pouvez très bien avoir votre style de vie et ensuite c'est à nous un petit peu d'optimiser la fiscalité. Donc comme je vous le disais, pas d'impôt sur les dividendes et 5% seulement en étant résident fiscal français, ce qui fait une taxation totale entre 8 et 19%, et ce peu importe où je suis dans le monde. C'est pour ça que cette stratégie, je la trouve géniale. Pour résumer, je paye mon impôt sur les sociétés, mon impôt sur les bénéfices de 15 ou de 3% selon le type de structure que j'utilise. Je n'ai pas d'imposition sur les plus-values de placement et de cession, et je paye ou je paierai mes dividendes uniquement là où je serai résident fiscal. C'est pour ça que si vous êtes expatrié, si vous êtes perpetual traveler, si vous êtes nomade digital, si vous changez de pays, peut-être même de résidence fiscale, et ben moi je trouve que c'est intéressant de pas avoir à changer de société, de pas avoir à changer d'entreprise ou de siège d'entreprise tous les 4 matins. C'est pour ça que selon moi en tout cas, c'est la solution que j'ai choisie et que je trouve que c'est la meilleure option. Comme je vous le disais, c'est pour ça que je trouve que c'est une stratégie très intéressante pour même de base les résidents fiscaux français, les nomades digitaux, expatriés, etc., etc. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceci n'est pas adapté ni à toutes les personnes, encore moins à toutes les activités. C'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, quand on peut le mettre en place, vous l'avez vu, c'est une stratégie qui peut être complètement géniale. Pour encore plus de contenu sur la fiscalité, optimisation fiscale, fiscalité internationale, il y a une playlist entière dédiée sur la chaîne. J'ai également fait une autre playlist sur le business et une autre sur mes apprentissages un petit peu plus personnels. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. Petit clin d'œil et un gros remerciement à Gauthier, mon monteur vidéo, pour le travail une fois de plus, et aussi pour le sujet de cette vidéo qui m'a gentiment soumis. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.